À la croisée des chemins. Au cœur de l'inclusion des mineurs délinquants. Un podcast Décode Éduc. Bonjour et bienvenue dans le tout premier épisode du podcast de médiation scientifique réalisé par les étudiantes en Master Sciences de l'éducation. Ce projet est né de la transformation du cours Résultats de la recherche qui, traditionnellement organisé sous forme d'une journée d'études, prend cette année une nouvelle tournure, celle d'un podcast. Nous tenons à remercier chaleureusement pour commencer nos enseignants que sont Madame Chambon-Caroline, Madame Sarah Sagueton et Monsieur Dubijon Johan qui, sans leur précieuse aide, ce podcast n'aurait pas pu être réalisé. Ce podcast est également le fruit de notre promo qui comporte une trentaine d'étudiants et chacun de nous s'est investi pour la réussite de cette émission. Nous pouvons donc remercier chacun des groupes, à savoir celui logistique et communication, le groupe terrain, le groupe rédaction et enfin nos deux chefs de projet, Ombline et Clémence. Sans cette formidable équipe, le projet n'aurait pas abouti. Je suis Laurie et j'ai le plaisir d'animer ce podcast aux côtés de ma collègue Christelle. Bonjour Christelle. Bonjour Laurie, bonjour à toutes et à tous. Je suis Christelle Tchedjo. Dans ce premier épisode de Décode Éduc intitulé À la croisée des chemins, au cœur de l'inclusion des mineurs sous main de justice depuis 13 ans, nous explorerons cette thématique au travers de deux émissions. La première tentera de comprendre qui sont ces jeunes, plus précisément de cerner leur origine ainsi que les sanctions auxquelles ils sont soumis. La seconde partie de cette émission se penchera sur leur réinsertion. Il s'agira notamment de relever les mécanismes qui entourent le retour de ces jeunes au monde du travail. Et pour aborder ce passionnant sujet, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Madame Amélie de Robert. Bonjour. Bonjour. Amélie de Robert est chercheuse au laboratoire ECP Lyon 2. Elle a une expertise une approche sociologique de l'éducation spécialisée et socio-historique sur les pratiques pédagogiques de la justice des mineurs, pouvant nous apporter des éclaircissements sur les questions autour des mineurs sous main de justice. Ensuite, nous avons Monsieur Ryan. Bonjour. Bonjour. Ryan qui va nous partager son expérience en tant qu'ancien mineur qui a dû faire face à la justice. Nous sommes également accompagnés de Monsieur Sabri Chemli. Bonjour. Bonjour. Sabri est professeur technique de la PJJ entendée protection judiciaire de la jeunesse qui travaille au sein de l'unité éducative d'activité de jour. Il accompagne les jeunes délinquants éloignés de l'emploi dans leur réinsertion professionnelle. Et pour finir, bonjour à nos charmantes chroniqueuses. Aurélie, bonjour. Bonjour. Judith, bonjour. Bonjour. C'est les chroniqueuses qui vont nous éclairer sur les stéréotypes et idées reçues autour de ces jeunes. Merci à tous d'être avec nous aujourd'hui pour cet échange qui, je l'espère, ouvrira de nouvelles perspectives sur ce sujet qui revêt une grande importance sociale. Nous sommes donc ensemble pendant 40 minutes pour parler en première partie de notre public avant de laisser la place en deuxième partie d'émission à la thématique de la réinsertion sociale, professionnelle et scolaire du dit public. Nous chercherons à analyser les représentations sociales associées à ce public en précisant leur identité, les caractéristiques de ce groupe ainsi que les sanctions pénales auxquelles ils sont confrontés. Tout à fait. Et avant de vous laisser la parole, chers invités, Amélie, Ryan et Sabri, nous souhaitions vous partager en guise d'introduction un petit micro-trottoir collecté par notre équipe de terrain qui vont demander à des passants la question « Qu'est-ce que le terme mineur sous main de justice vous évoque ?» Et vous, qu'en pensez-vous ? On a posé la question. Alors, mineurs sous main de justice, pour moi, ça m'évoque des mineurs qui sont isolés, peut-être, et très certainement. Et en gros, ils peuvent être, pour certains, peut-être pupilles de l'État, je sais pas. Après, je sais qu'à Saint-Étienne, il y en a pas mal, des mineurs qui ont des parents qui sont des missionnaires, par exemple, ou des parents qui sont pas là, du tout. Et qui se retrouvent justement un peu à errer dans les rues et qui peuvent peut-être dériver un peu vers de la délinquance. Comme ils sont mineurs, ils se disent
risquent pas grand-chose peut-être, ou rien du tout. Alors c'est des mineurs qui vont passer devant la justice et comme vous disiez tout à l'heure, ils vont leur demander, ils vont essayer de les sauver, on va dire, de la délinquance. Ce que j'en pense, il y en a qui peuvent être sauvés et d'autres qui seront irrécupérables. C'est tous ceux qui sont issus des milieux un peu défavorisés ou qui ont des situations familiales compliquées. Pas forcément que économiques, mais surtout des parents un peu instables ou des parents qui sont pas présents pour leurs enfants, je pense. Je sais pas comment exprimer ça. C'est pas vraiment un laisser-aller, c'est un manque d'accompagnement de l'enfant, premièrement, qui du coup pourra aboutir sur une certaine forme de délinquance. Il y a aussi le milieu dans lequel l'enfant il va grandir. Du coup, ça m'évoque des jeunes mineurs qui n'ont pas forcément accès à l'éducation, à plusieurs ressources, à être du coup sous la main de personnes qui peuvent s'en charger pour eux. Voilà. Et je trouve que c'est plutôt bien. Alors, à mon sens, ce sont des personnes qui ont eu un parcours pénal au préalable, donc une sanction pénale qui doivent être peut-être sous une forme de protégée, donc souvent en foyer ou autre, d'accord, qui sont mis sur des mesures provisoires aujourd'hui, donc qui ont soit un casier judiciaire, soit qui sont en cours d'instance. Donc, à mon sens, c'est ce que veut dire mineur délinquant sous le monde de justice, excusez-moi. Pour moi, ça évoque un mineur, d'abord, oui, délinquant, et qui a eu affaire à la justice, et donc a certainement une peine à purger, quelle qu'elle soit. Enfin, il a déjà eu affaire à la justice. Et donc, à la suite de ce que nous venons d'entendre, on se rend compte que les avis divergent, mais avec une tendance qui s'oriente vers l'absence des parents dans la vie de ces jeunes. Pour commencer, Amélie, en tant que chercheuse, comment définiriez-vous un mineur sous main de justice ? Alors, la question est relativement complexe puisque les préjugés autour de ces jeunes-là démarrent dès le XVIIe siècle. Donc, on voit tout de suite qu'il y a une construction sociale autour de cette notion-là, que ce soit les institutions, les acteurs, que ce soit les médias aussi, et finalement les professionnels. Alors, on peut aller voir sur les travaux en histoire, mais aussi du côté de la sociologie pour y voir un petit peu plus clairement cette construction. Chers invités, pour continuer sur cette définition de notre chercheuse, qu'est-ce que ces représentations vous font ressentir et exprimer ? Selon les personnes interrogées, la famille et le milieu social sont apparus comme les principales causes menant les jeunes à la délinquance et être sous main de justice. Est-ce que les acteurs sont réels ? Sabri, je vous laisse commencer. Alors, je suis plutôt d'accord avec certaines des phrases, ou certains commentaires. En effet, la famille y joue beaucoup, le milieu social y joue, donc les fréquentations, voilà. Mais pas que. Il y a encore d'autres facteurs qu'il faut prendre en compte. L'école, certains qui sont plutôt, il y a certains jeunes où l'école n'est pas faite pour eux. Du coup, ils sont mis à l'écart et petit à petit, ça crée un fossé. Donc aussi, ça y joue aussi. Merci. Pour continuer, à présent, Ryan, je me tourne vers vous. En écoutant cela, est-ce que vous reconnaissez des éléments peut-être de votre propre parcours ? Oui, bien sûr, le milieu social où on vit, comment on grandit, la famille, comment on est éduqué, tout ça, ouais, ça prend en compte beaucoup même. D'accord. Si donc le milieu social en lui-même peut être très déterminant. Exactement, ouais. On peut vite être, on peut vite déraper, quoi. Est-ce que Ryan, ces différents parcours qui ont pu être évoqués vous rappellent certains événements de votre parcours ? Bien sûr, des choses qu'on n'a pas voulu, des bavures policières par exemple. Voilà quoi. Et Sabri, en tant qu'éducateur à la PJJ, vous accompagnez des jeunes. Quel type de public suivez-vous et comment êtes-vous amené à travailler avec eux ? Alors nous, on accompagne des jeunes sous main de justice, essentiellement, mais on peut aussi avoir, dans le cadre de la protection de l'enfance, des jeunes qu'on accompagne aussi. Alors votre question, c'était ?
Quel type de public suivez-vous et comment êtes-vous amené à travailler avec eux? Donc, est-ce que vous avez des exemples concrets à nous donner, par exemple? Alors, moi, je travaille dans une unité d'insertion. Donc, les jeunes que je reçois, c'est des jeunes qui sont passés par le tribunal, qui sont orientés par d'autres éducateurs de milieu ouvert. Donc, eux, c'est ceux qui s'occupent des délits commis et puis qui sont en lien directement avec les familles. Et donc, ils les orientent dans notre unité à nous, pour ceux qui sont déscolarisés, pour ceux qui sont en recherche d'insertion. Donc nous, on accompagne ce public-là. Voilà comment ils arrivent chez nous, quoi. Justement, on a pu entendre dans le micro-trottoir qu'il y avait des mesures, des sanctions pénales. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Quelles mesures et sanctions existent? Alors en mesure, il y en a des tas, hein. Il y a plusieurs mesures. Et puis par rapport à l'insertion, il y a des obligations d'insertion pour certains jeunes. Que le tribunal, c'est des sanctions qui sont fixées par le tribunal. Et en ayant cette obligation d'insertion, soit ces jeunes-là doivent reprendre une scolarité, soit ils sont accompagnés par nous et on les accompagne pour un apprentissage ou en fonction du projet du jeune, on les accompagne dans leur parcours. Merci à tous pour ce débat. Et maintenant, passons à notre première chronique qui va déconstruire quelques clichés sur la délinquance des jeunes de plus de 13 ans à travers un ton humoristique et au final dénonciateur. Un pas de côté. Un pas de côté. Ah, les mineurs délinquants, cette terreur des ruelles sombres, à mi-chemin entre la révolution industrielle et la télé-réalité. Dès qu'on les évoque, tout le monde a des images en tête. Des ados en survêt, capuche vissée sur la tête, clope au bec, toujours allumée, allez savoir pourquoi, ou plutôt aujourd'hui avec une puff, alors qu'ils n'ont peut-être jamais fumé. Une sorte de rebelle qui veut conquérir le monde à coups de scooters trafiqués et de baskets dernier cri. Tous issus de la même usine à clichés. Une espèce de chaîne de montage où à la fin on leur offre gracieusement une sacoche et une playlist de rap qu'ils écoutent à fond sur un haut-parleur qui grésille. Le délinquant a cette capacité à parler une langue qu'aucun adulte ne comprend vraiment. C'est un art. Une sorte de français remixé où le verlan règne en maître et où le mot wesh sert à exprimer toutes les émotions possibles. L'étonnement, la colère, la joie et même la philosophie. Bien sûr, ils ne peuvent être croisés que dans un quartier de zone prioritaire. Une banlieue est bien loin des zones pavillonnaires. Il ne fait rien de ses journées, midi, minuit en bas des blocs. Bah oui, madame, qu'il me disait lorsque j'étais éduc de rue. On va quand même pas travailler pour un SMIC alors qu'une journée on gagne votre salaire. L'adolescent délinquant attend, zone, ne sort pas trop, a une appétence pour les substances. Ah ça oui, de sacrés experts botanistes. Il n'oublie pas de tenir les murs, par peur qu'ils s'effondrent, parce que c'est la Hesse. Oui, moi non plus je ne savais pas ce que c'était la Hesse. Mais enfin c'est juste la galère. On les voit en bande organisée comme de petits soldats de la bêtise alignés devant le bar à chicha du coin. Véritable épicentre de leur univers. Le bar à chicha, c'est un peu leur salon de thé à eux. Là où certains dégustent des macarons en discutant de l'avenir de l'humanité, eux sirotent des Red Bull en planifiant des exploits. Voler des choupa-choups, dégonfler une roue de vélo, faire brûler des poubelles ou bien encore graffer un tag approximatif qui se lit GA92. Personne ne connaît GA92, mais il semble avoir une sacrée réputation. Et puis, il y a les exploits sportifs. Parce que oui, le mineur délinquant est aussi un athlète, une sorte de crossfitter du bitume, capable de sprinter plus vite qu'un lapin dès qu'il aperçoit une patrouille de police. On connaît tous ce scénario digne d'un film d'action. Les keufs hurlent l'un d'eux et soudain, c'est la débandade, les capuches s'envolent, les lacets se défont, les pavés résonnent sous les baskets. Mais attention, jamais plus de 100 mètres de course. Parce qu'il faut pas exagérer, le cardio, c'est quand même épuisant. Faut savoir ménager ses forces pour l'avenir. On n'est pas non plus des pros de l'endurance. Car le sport national pour eux, c'est tenir les murs. Oui, messieurs, dames, ce sont bien grâce à eux que notre patrimoine architectural tient debout. Et bien sûr, il ne faut pas oublier leur plus grande fierté, la réputation. Le mineur délinquant, c'est avant tout un influenceur local. On est loin des campagnes Instagram des marques de luxe, mais l'enjeu est le même. Il faut se faire respecter par la bande, avoir un surnom qui claque. Moi, c'est Dark Star, et voici ma signature. Un sourire narquois et un vol de trottinette au compteur. Ah oui, la trottinette, fidèle et striée, silencieuse, furtive et surtout parfaite pour zigzaguer entre les vieilles dames qui n'ont rien demandé et à qui on peut arracher facilement le sac. Mais bon, soyons honnêtes, derrière le cliché se cache aussi
un peu d'humanité. Ces petits rebelles au grand cœur veulent juste exister dans un monde qui ne les comprend pas. Parce qu'au fond, on a tous été ce mineur un peu paumé, persuadés qu'on était les rois du monde. Et peut-être qu'à leur manière, ils nous rappellent qu'on est tous, quelque part, des enfants en quête de repères qui essayons de trouver notre place. Capuche sur la tête ou claquette chaussette. Voilà, c'était ma chronique d'aujourd'hui. Une pensée pour les mineurs, pas forcément délinquants, mais souvent incompris. Et surtout, n'oubliez pas, si vous croisez un tag GA92 signé Dark Star, dites-vous que quelque part, c'est un poète des temps modernes. Bravo Aurélie pour ce tableau de clichés dont on a parfois du mal à s'en défaire. Dans notre chronique et notre micro-trottoir, nous avons remarqué que les discours sont souvent orientés vers une vision masculine. Les délinquants mineurs sont presque toujours perçus comme des hommes, laissant entendre que les femmes ne seraient pas concernées. Qu'en pensez-vous ? La féminisation de la délinquance est-elle mise de côté, comme si les femmes n'étaient pas attendues dans ce domaine ? Sabri, je vous laisse commencer. Eh ben c'est faux. Il y a des femmes qui sont, de jeunes filles plutôt, qui sont suivies et qui sont sous main de justice. Et il y en a plus qu'on peut le penser. Est-ce que vous voyez une différence dans les actes qui sont posés entre une fille et un garçon ? Alors les filles, c'est souvent c'est souvent lié à la prostitution. On a beaucoup de prostitution des mineurs en tant que jeune fille, mais il y a aussi beaucoup de violence. Voilà. Donc après, il n'y a pas vraiment de Je pourrais pas trop les différencier. Il y a quand même aussi de la violence chez les filles. Oui, on va pas faire des clichés. Non. Et Ryan ? Pour moi, plus le temps il passe, plus je trouve que les femmes sont beaucoup impliquées, qui prennent le rôle de l'homme un peu dehors dans la délinquance. Amélie, est-ce que vous avez peut-être une suggestion ? Alors, en effet, du côté de la recherche, on recense beaucoup de jeunes hommes dans des actes de délinquance, notamment les travaux de Mukieli qui montrent que 90%. Alors, on se pose la question, est-ce que c'est un effet de la recherche qui rend invisibles les actes de violence féminins ? On a un travail sur l'Ogazu qui est sur la violence au féminin, qui montre que c'est un objet qui n'est pas vraiment étudié et qui mériterait aussi d'y voir un petit peu plus clair pour mieux comprendre aussi ces phénomènes de violence au féminin. D'accord. Et donc, nous allons rester avec vous, Amélie, et on aimerait savoir comment est-ce que les préjugés de la société influencent-ils la manière dont ces jeunes sont pris en charge ? Et puis, dans un second temps, pensez-vous que ces stéréotypes compliquent leur réinsertion ? Alors, en effet, les travaux montrent que la justice des mineurs n'est pas déconnectée des stéréotypes et prévoit aussi des politiques qui sont soit plutôt préventives, soit au contraire plutôt sanctionnent ces jeunes-là, et que découle tout un mécanisme après de mise en œuvre de pratiques qui vont devoir s'adapter à ces objets politiques. Donc si la société est plutôt sur une dimension de sanction, elle va mettre en place aussi un programme de sanction avant de faire la réinsertion, mais ça varie beaucoup dans le temps. Merci. Ryan, Aurélie parle du fait que les mineurs sont souvent incompris. Que pensez-vous de cette expression ? Je pense que oui, il y en a beaucoup qui sont incompris, ouais, effectivement. Je suis tout à fait d'accord sur ça. Est-ce que vous avez ressenti ça pendant votre expérience en tant que mineur ? Oui, bien sûr. Ouais. Très bien, merci. Selon vous, Sabri, quelles sont les pratiques d'accompagnement les plus efficaces pour aider ces mineurs et éviter les récidives ? Quelles sont les différentes sanctions auxquelles ces jeunes peuvent faire face ? Alors, il faut beaucoup de patience déjà pour accompagner ces jeunes. Il faut surtout aussi se dire que, si on oriente un jeune vers une insertion que ça ne tient pas, il ne faut pas prendre ça comme un échec, mais plutôt comme déjà un premier pas, une première marche de gravi, c'est déjà un début, de reprendre, de mettre un pied à l'étrier. Donc ça demande de la patience, ça demande faut pas baisser les bras à la première sortie de route, on va dire. Donc voilà, ça demande beaucoup de patience. D'accord, merci. Et maintenant, on va écouter le rappeur Ahmed Zouaoui, soit son nom de rappeur RLM, que notre équipe de terrain a interviewé en lien avec ses projets qu'il effectue avec des collégiens en situation de décrochage scolaire. On écoute et à tout de suite. Focus sur.
Donc on a autant de filles que de garçons. Souvent, on va dire la cible principale, c'est les élèves en décrochage scolaire, en déscolarisation. C'est une sorte d'un peu de contrat entre eux, leurs enseignants, leur école, une sorte de carotte. En gros, vous avez le droit de participer à un atelier rap, écriture, si vous limitez votre absentéisme, si vous arrêtez vos retards, si vous remontez vos notes. En gros, c'est une sorte de motivation qu'ils ont réussi à mettre en place. Au tout départ, ils sont toujours craintifs parce qu'en plus, surtout les ados, ont toujours peur du regard des autres en fait. Donc ils se regardent, ils se jugent, surtout maintenant avec les réseaux sociaux, toujours peur qu'un des jeunes sorte un téléphone et qu'il affiche son collègue. Mais au fil du temps, en fait, ils commencent à travailler en équipe. Moi j'aime bien les faire travailler par groupe. Donc pas être dans ce truc d'individualisme, vraiment les faire travailler par groupe, d'échanger. Du coup en fait, ils veulent sortir le meilleur couplet, donc il y a une sorte de compétition qui est saine, et en fait ça crée une sorte de synergie, et ce qui fait que à la fin, ils pensaient vraiment pas arriver à rapper en fait. Mais après, quand je les amène au studio, ils veulent rester derrière le micro et ils veulent plus lâcher le micro en fait. Donc c'est une sorte d'épanouissement. En quelques séances, on voit déjà qu'ils prennent de la confiance, vraiment. On a fait un projet par exemple avec la PJJ, donc c'est des jeunes en procédure judiciaire sur Bellevue, donc qui sont en centre d'éducation enfermée et qui viennent à cet atelier-là. Donc c'est des jeunes qui sont assez durs, avec des vécus très difficiles. Et au départ, eux, ils sont fermés. Donc quand tu arrives, ils te regardent, c'est très très compliqué, ils veulent pas participer, parce que là, c'est des durs. Mais au fil du temps, en fait, tu arrives à les titiller. Et puis moi, on va dire, je suis un peu comme eux, en fait. Ils ont l'impression, ils reconnaissent un grand frère en moi. Donc c'est ce qui me facilite en vérité le travail. Et on a fait un projet sur justement la situation au Proche-Orient, donc sur ce qui se passe à Gaza. Donc quand on parle de Gaza, pour eux, c'était tout de suite assez vindicatif et tout ça. On a réussi à leur faire à mettre de l'émotion dans cette chanson-là. C'est une chanson qui est montée pratiquement jusqu'au ministère, jusqu'à Dupond-Moretti, qui l'a écoutée, donc qui a été très très émotive. On l'a écoutée avec des policiers, et donc il y a une rencontre entre ces jeunes qui ont des problèmes de justice et des policiers, et ces jeunes ont réussi à émouvoir des policiers. Ils ont pu dire ce qu'ils pensaient, parce que ce qui passe c'est grave, mais de manière intelligible et intelligente. La musique en général, ça aide à s'ouvrir aux autres en fait. Du coup, à dialoguer, à partager des moments, des morceaux, et pas de rester enfermé sur soi. Donc la musique, ça peut être que bénéfique en vérité. Pour ces jeunes-là en tout cas. Nous nous rendons compte que le travail qu'effectue le rappeur RLM est primordial parce qu'il œuvre à redonner confiance à ces jeunes qui sont quasiment en manque de repères. Je me tourne vers vous, Ryan. Comment ces initiatives peuvent-elles, à votre avis, être reconnues ou valorisées ? Écoutez, moi je pense que tout dépend de la musique, des textes. Mais c'est vrai que la musique, ça aide beaucoup les jeunes. Les jeunes, ils écoutent beaucoup la musique. Et ils se fient à la musique, quoi. Oui, comme on le dit si bien, c'est un langage universel. C'est ça, on va dire ça comme ça. Est-ce que vous pensez, Ryan, que la musique, elle peut aider à faire passer des messages ? Là, par exemple, on avait pu échanger avec le rappeur sur des notions de harcèlement. Est-ce que vous voulez dire quelque chose à ce sujet ? Oui, bien sûr, ça... Peut-être en lien avec votre parcours aussi, si vous le souhaitez. Oui, bien sûr, mais la musique, ça aide à, s'évader ? Voilà, exactement, c'est ça, c'était le mot, à s'évader, ouais. Donc ça peut faire passer des messages ? Beaucoup de messages. De toute manière, à l'heure d'aujourd'hui, la musique, elle fait passer beaucoup de messages, ouais. Très bien. Et donc, à présent, je me tourne vers vous, Amélie. En quoi la musique permet-il à ce public de surmonter les craintes et leur manque de confiance, notamment ? Alors, c'est une question qui sera difficile pour moi d'y répondre. Alors, peut-être du côté de la psychologie, il y a des études qui regardent les effets de la musique sur des profils de personnes qui pourraient être stressées, angoissées, parce qu'être pris sous main de justice dans des institutions, c'est aussi des moments de stress qu'on oublie, qui ne sont pas forcément toujours posés ou verbalisés. Ouais. Et c'est vrai qu'en vous écoutant, la musique fait partie aussi de ces outils qui peuvent, à un moment donné, faire du lien entre peut-être les éducateurs, les jeunes et différents acteurs. Oui, c'est un outil d'expression, oui. Elle peut permettre de s'exprimer chacun à sa manière à travers la musique. Le rappeur RLM met une posture en avant de grand frère
qui faciliterait la relation avec les jeunes. Sabri, comment en tant qu'éducateur vous conciliez proximité et distance professionnelle, bien que cela ne soit pas toujours évident? Alors c'est pas toujours évident en effet, mais on a besoin aussi de créer un lien en fait. Et, le mot est bon, de grands frères pour accompagner ces jeunes parce qu'ils ont besoin de faire confiance. Ils ont besoin de faire confiance et de voir qu'on leur fait confiance. Et c'est justement ce juste milieu qu'il faut réussir à entretenir en fait, sans être trop proche et sans être trop éloigné aussi. Donc, Et est-ce que vous pensez que ça touche à l'autorité? Pas forcément. Moi, je pense pas que ça touche à l'autorité. Non, je pense qu'on peut se faire, on arrive à se faire respecter tout en étant, en ayant ce juste milieu en fait, en étant proche et voilà. Mais la bonne distance est un vaste sujet. Ouais. Pour mieux comprendre la place des jeunes face au système judiciaire, je passe la parole à notre chroniqueuse Judith qui va nous éclairer sur la délinquance juvénile à travers les gangs dans les années 90. Inspirée de l'ouvrage « J'étais un chef de gang » de Lamont Mazzou et Marie-Hélène Baquet. On écoute. Un pas de côté. Un pas de côté. Entre 1990 et 1991, Paris devient le théâtre de la guerre des 3 ans et voit s'affronter des bandes rivales du nord et du sud de la capitale, se disputant le contrôle de son centre. Cette guerre défraie la chronique, par la violence de son expression, mais aussi par la jeunesse des membres de ces gangs. En 2006, Lamont Mazzou, âgé d'une trentaine d'années, ancien chef des Fight Boys, bande originaire de la cité Montconseil de Corbeil-Essonnes, rencontre Marie-Hélène Baquet, sociologue et alors professeure à l'université d'Évry, dont les travaux portent notamment sur les quartiers populaires et les enjeux politiques et sociaux qu'ils révèlent. De cette rencontre naît un ouvrage, publié pour la première fois en 2008. Dans une première partie, Lamont Mazzou nous livre son autobiographie. Né à Brazzaville en 1972, il arrive en France à l'âge de 5 ans pour rejoindre son père, enseignant, qui a obtenu un détachement à l'ambassade de Paris. Il grandit à Montconseil, qui à l'époque, avant l'abandon des pouvoirs publics, demeurait agréable à vivre. Sa scolarisation, sereine, est marquée par un événement de bascule. Lors de son entrée en 6e, une simple bousculade entre élèves se transforme en altercation après une injure raciste lancée à la Manse. Peu à peu, son parcours scolaire se délite. Il vit plusieurs injustices en milieu scolaire et il commence à traîner avec des gens un peu comme lui, un peu rebelles, qui l'ont emmené vers les chemins qu'il a pris par la suite, selon ses mots. C'est à l'Agora, centre commercial d'Évry, mais aussi lieu de rassemblement des jeunes des grands ensembles voisins qu'il commet ses premiers larcins. Vol dans les magasins pour manger, pour s'habiller, vol de voiture pour apprendre à conduire. À 14 ans, il se fait arrêter pour la première fois. Pour la Manse, face à la violence du racisme systémique et concret, il relate notamment que les boîtes de nuit parisiennes refusaient systématiquement les jeunes de banlieue, et notamment les jeunes hommes noirs. La découverte de la culture hip-hop venue des États-Unis est salvatrice. Au travers de la figure d'Afrika Bambaataa et de sa doctrine Love, Peace and Unity, fondateur de la Zulu Nation, des jeunes se rassemblent, réunis par une identité noire commune, et canalisent leur énergie par la danse. Si de multiples petites bandes voient le jour, avec leurs spécificités, breakdance, rap, tag, l'ambiance est encore bonne enfant. En juillet 1987, 4 adolescents, dont la Manse, créent des Fight Boys, marqués par les films en vogue à l'époque, mettant en scène des guerres de gangs aux États-Unis. Peu à peu, les rivalités entre les différentes bandes de régions parisiennes prennent de l'ampleur et alimentent de violents règlements de compte. Lamont Mazzou, devenu chef des Fight Boys, connaît la prison pour la première fois à 15 ans, puis à la fin de la guerre des 3 ans, tente de retrouver une vie normale. L'image de son passé, qui lui colle à la peau, lui porte préjudice. Et par fatalisme ou par choix, il passe de la bande au business et compose entre trafic de drogue et de voitures, raquettes, escroquerie et cambriolage. Après une expulsion au Congo en 1997, sur ordre du ministère de l'Intérieur, il vit auprès de sa famille, très précaire, et assiste aux horreurs de la guerre. Revenu en France en 2000, il écrit, construit une famille, travaille, s'engage dans l'associatif. Il souhaite, loin de faire l'apologie de la violence, transmettre son parcours, afin que les jeunes n'empruntent pas le même. Il regrette que l'unité et la solidarité des Fight Boys n'aient pas abouti à un engagement non violent contre le racisme et le rejet vécu par ses membres. Plus que tout, il appelle les jeunes à ne jamais se résigner, car ce pays est également le leur. Conjointement à l'histoire de vie que nous narre Lamont Mazzou, la plume de Marie-Hélène Baquet offre une analyse sociologique fine des mécanismes de constitution des bandes et de leurs pratiques, et s'appuie sur divers entretiens. Elle enjoint à ne pas amalgamer les petites guerres intercités, les affrontements ponctuels avec la police, ou encore les émeutes de 2005. En effet, réunir ces manifestations, qui relèvent de dynamiques différentes, sous l'unique terme de violence urbaine, tend à dissimuler les causes structurelles. Aujourd'hui, le malaise social perdure,
cristallisée dans les territoires urbains ghettoisés, et se double toujours d'un racisme systémique dont la résultante est observable tant dans la criminalisation de la jeunesse des quartiers populaires que dans son traitement judiciaire. Ainsi, le champ politique porte sa part de responsabilité, en initiant un discours de division et de haine. Souvenons-nous du discours de Jacques Chirac sur le bruit et l'odeur des immigrés, la déclaration de Nicolas Sarkozy souhaitant nettoyer la cité au Karcher, ou encore la qualification de territoire perdu de la République par Laurent Wauquiez. Aujourd'hui, de tels propos, relayés par les médias, ont permis une banalisation certaine des idées d'extrême droite. Face à ces paroles, les bandes ou les formes de délinquance moins organisées représentent l'expression d'une colère et d'une contestation radicale de l'ordre établi. En un sens, cet ouvrage peut être résumé par ces mots du rapport Made in. La violence a plusieurs visages, celle d'un flingue ou celle d'une cravate. Merci beaucoup Judith pour cet éclairage. Cela nous donne un cadre précieux pour mieux comprendre les enjeux de la justice des mineurs au travers un gang dans les années 90. Ryan, comment le témoignage de Lamance Matsou résonne-t-il pour vous ? Écoutez, il résonne bien, du coup, voilà. Est-ce que vous êtes plutôt en accord avec l'histoire de Lamance Matsou au travers un gang ou vous voyez les choses différemment ? Non, différemment, pas du tout, non. Vous voulez nous expliquer peut-être votre point de vue ? Mon point de vue, avant peut-être dans ma jeunesse, ouais, mais à l'heure d'aujourd'hui, non. Est-ce que vous voulez du coup revenir sur des éléments de votre parcours, comme Judith a pu expliquer celui de Lamance Matsou ? Peut-être par exemple si vous avez déjà eu affaire à la police à un moment donné dans votre jeunesse ? Bien sûr, ouais, j'ai eu affaire à la police, ouais, malheureusement, ouais. C'est que le problème, c'est que j'ai subi une bavure policière dans ma jeunesse, en étant mineur. Du coup, je suis venu parce qu'il y avait un mec qui était en train de taper des femmes. J'ai voulu défendre la police, ils ont cru que c'était moi. À la fin, j'ai fini en garde à vue, etc., sachant qu'ils croyaient que c'était moi. J'ai fini en comparution immédiate. Mais après, ils ont vu que c'était pas moi, donc du coup, j'ai été relâché. Donc voilà. Merci de partager votre expérience. Et est-ce qu'il y a peut-être des dispositifs qui ont été mis en place pour vous aider ? Non, pas spécialement, non. Vous n'avez pas eu affaire à des associations Pas du tout. Ok, d'accord. Après, j'ai pas fait les démarches derrière après aussi non plus. D'accord, merci. Je me tourne vers vous, Amélie. Comme évoqué lors de la chronique, observe-t-on aujourd'hui une délinquance en raison d'un désengagement des pouvoirs publics dans les quartiers dits populaires ou encore face au racisme ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors en effet, la dimension politique et ses effets sur la délinquance n'est pas à négliger en termes de recherche, puisque si ça investit un petit peu moins, par exemple, les associations de prévention ou d'accompagnement, on peut se poser la question de où sont ces jeunes quand ils ne sont pas à l'école. Et donc, évidemment, ça doit avoir un effet, un impact sur les territoires. Encore faut-il pouvoir le regarder plus en détail, le mesurer et de se dire voilà, quels étaient aussi les effets en amont de ces associations par rapport à ces jeunes. Merci. Amélie, Sabri, si vous aviez à choisir une priorité pour améliorer l'accompagnement des mineurs face à la justice, laquelle serait-elle ? Sabri, si vous voulez commencer. Alors pour moi, pour améliorer leur accompagnement, ce serait déjà de les occuper au quotidien. Parce que c'est l'oisiveté qui conduit aussi à faire, on va dire, à faire un peu n'importe quoi. Donc pour moi, il faudrait que voilà qu'on développe peut-être plus de formation ou de choses qui leur correspondent plus que. Enfin, certains ne sont pas faits pour l'école. Ils ne sont pas faits pour rester assis sur une chaise et écouter. Il y a des jeunes qui ont besoin de faire avec leurs mains, de travailler pour apprendre. Et je pense que voilà, on manque de dispositifs aussi dans ce domaine-là. Si je peux me permettre, Ryan, déjà, on voudrait vous remercier d'être là, parce que vous vous en rendez peut-être pas compte, mais des personnes capables de revenir sur son parcours et parler devant un micro, c'est pas tout le monde qui pourrait le faire. Donc on vous laisse la parole si vous avez un message de fin pour les jeunes qui peuvent connaître la délinquance ou parfois avoir des parcours difficiles. Qu'est-ce que vous souhaiteriez leur transmettre ? Déjà qu'ils restent bien à l'école, qu'ils travaillent bien à l'école. Déjà pour commencer, on va commencer par là. Ouais, qu'ils ne traînent pas trop dans les rues. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, en 2024, c'est plus comme à l'époque. Avant, c'est devenu du grand n'importe quoi. Donc autant rester bien à l'école, aller au travail. Et puis voilà. Pas voler de trottinette. Ouais, non, rien voler du tout.
Amélie, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ? En adéquation avec ce que dit Ryan, justement, que cette école aussi permette de comprendre ce qu'est l'éducation juridique, d'avoir une connaissance aussi du droit, de l'institution et son engrenage, peut-être, ce qui ferait réfléchir encore avant le vol de la trottinette. Merci beaucoup. Et pour vous, Sabri, est-ce qu'il y avait des mesures d'accompagnement que vous voudriez conseiller pour éviter les récidives auprès des jeunes, du coup? Alors nous, pour lutter contre la récidive, ce qu'on préconise, enfin, on travaille surtout sur l'insertion, justement, pour éviter la récidive. On a pu constater qu'un jeune qui est inséré ou qui a un contrat de travail, un patron, il passe moins de temps dans les rues et forcément, le fait de mettre un pied à l'étrier, comme je disais tout à l'heure, ça permet aussi de se détacher un peu de ce milieu de délinquance et de vouloir s'en sortir. Et est-ce que vous mettez en place des sanctions ou c'est plus de l'accompagnement Alors c'est plus de l'accompagnement, nous on ne met pas de sanctions, on l'accompagne. Très bien, merci. Merci, c'était Décode Éduc. C'était un podcast Décode Éduc. À la croisée des chemins. Au cœur de l'inclusion des mineurs délinquants. Réalisé par les masters en sciences de l'éducation. Avec à la rédaction Camélia, Elisa, Adrien, Timothée, à l'animation Christelle, Laurie et à la chronique Aurélie, Judith. Nous remercions l'Université Jean Monnet, les professeurs, ainsi que tous les étudiants et les étudiantes du Master Sciences de l'Éducation, les intervenants pour leur contribution à la réalisation de notre podcast. Merci à tous pour cet échange riche et inspirant. Vous nous avez éclairé sur notre public, sur les défis, mais aussi sur les solutions possibles pour construire un avenir meilleur pour ces jeunes. Un grand merci à nos invités, Amélie, Ryan et Sabri. Merci à nos chroniqueuses, Aurélie et Judith. Merci à toutes les équipes derrière, car oui, c'est un travail collectif. Et merci à vous, auditeurs, de nous avoir suivis dans cette première partie de notre épisode de Décode Éduc. Nous continuerons en deuxième partie sur la réinsertion sociale, professionnelle et scolaire de ces jeunes.